Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre, pas qu'on ait le choix de toute façon. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantage pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la handballeuse Nodjalem Miaro, au micro de Marie-Stéphanie Servos. Bonjour Nodjalem Miaro. Bonjour. Vous avez été championne du monde de handball en équipe de France en 2003, puis 5 fois championne de France avec le club de Metz. Aujourd'hui, vous êtes présidente de la Ligue féminine de handball, mais vos compétences ne s'arrêtent pas là. Vous êtes aussi psychologue professionnelle et mère de 2 enfants, des jumeaux. Contrairement à ce qui se passe souvent, votre maternité n'a pas mis fin à votre carrière d'handballeuse de haut niveau. Racontez-nous votre parcours. C'est celui d'une petite fille de quartier qui a découvert le handball, qui est un sport scolaire. Et cette petite fille qui est moi avait des capacités physiques. Et donc j'ai été repérée par un entraîneur qui m'a proposé d'aller continuer le handball, mais en club. Donc j'ai continué, j'ai trouvé plein de choses et j'ai voulu y rester. Et puis après, j'ai été repérée par les sélectionneurs. Je suis partie jouer à Metz, à l'étranger, et j'ai eu la carrière sportive que j'ai eue avec le titre de championne du monde. Autour des 30 ans, j'étais plutôt dans un projet de maternité. J'ai fait le choix d'aller jouer à l'île de la Réunion parce que c'était un championnat qui était assez plaisant et facile et une île qui est juste magnifique. Et au bout d'une année et demie, j'ai eu mes enfants. Et au départ, c'est vrai que c'était plutôt un projet de fin de carrière. Sauf que en 2008-2009, il y avait la crise immobilière. Mon conjoint n'ayant plus de travail, on a fait le choix de rentrer. Et au même moment, j'ai une amie qui m'a appelée pour aller jouer à Nice. Et avec un gros projet du club de monter en LFH, donc la ligue professionnelle. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, on va rentrer en métropole. Pourquoi pas, donc et c'est un nouveau défi. Et puis après, c'est vrai que c'était quand même quelque chose, une autre vision du handball avec la famille. Donc, et vu que j'aime les défis, je me suis lancée dans ce défi qui était quand même assez, j'avoue, au départ compliqué, parce que retrouver un corps d'athlète après une maternité, et c'est surtout après une grossesse qui n'avait pas été forcément une grossesse simple, c'était un beau challenge. Moi, je suis contente d'avoir pu le relever. Et du coup, j'ai accompagné le club de Nice à monter en LFH, et j'ai pu mettre un terme à ma carrière 3 années après. Alors, comment est-ce que vous envisagiez la maternité avant d'être mère? Est-ce que la pratique du sport en haut niveau a remis en cause, à un moment donné, votre envie d'être maman? Non, parce qu'après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'avais pas forcément ce désir de maternité ou le compagnon. Puis après, j'avoue aussi que j'étais tellement focus handball. J'avais pas une envie forte de maternité, et c'est arrivé plus tard. Alors, j'aimerais vous faire écouter un petit enregistrement sonore. Pourquoi on dit aux femmes, on pense qu'il ne faut pas faire de sport pendant la grossesse? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Faire du sport peut causer des fausses couches. Faire du sport peut causer des fausses couches. Dans le premier trimestre, c'est pas le sport qui fera causer des fausses couches, ce sont d'autres cas, sauf si elles ont un petit décollement ou autre, mais le médecin ou la sage-femme leur dira surtout ne faut pas. Il faut toujours demander conseil à son médecin, à FIDA, mais en revanche, si on a une grossesse normale... Grossesse normale, premier trimestre surtout, c'est là où on peut continuer son sport au contraire. Allez, on va y aller tout cool pour l'échauffement. Vous ouvrez les jambes plus larges que la largeur des épaules, les pieds légèrement en ouverture. On va commencer juste par enrouler les épaules. On va y aller tout doucement, je vais vous emmener dans du renforcement musculaire tout doux, tout cool, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça permet de lutter contre le diabète, ça permet de se dépenser, ça permet de plein de choses. On adapte les mouvements au fur et à mesure que le ventre grandit. Si vous avez l'habitude de faire du sport, continuez à faire votre sport. Si vous n'avez jamais fait de sport, posez la question à la personne qui vous suit, médecin, sage-femme, allez-y progressivement. On entend beaucoup de choses sur la grossesse quand on est sportive. D'abord, est-ce que vous voulez réagir à cet enregistrement? Ouais, on entend des choses qui sont assez hallucinantes quand même sur cette notion de fausse couche. C'est toutes ces croyances en fait, c'est toutes ces
tous ces fantasmes qu'on peut mettre autour de la grossesse et de l'incompatibilité de la maternité pendant une carrière sportive qui sont de réels freins pour pouvoir s'autoriser et que toutes les femmes qui font du sport puissent s'autoriser à s'accomplir et à profiter en fait de cette maternité pour continuer à faire leur sport. On peut pratiquer très longtemps et quasiment toute la grossesse aussi. Tant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, c'est complètement possible. Est-ce qu'on vous a mis la pression pour que vous n'ayez pas d'enfants et est-ce qu'on a essayé de vous dissuader ? Non, honnêtement, non. On m'a pas mis de pression pour pas avoir d'enfants. On n'a pas essayé de m'en dissuader. Je pense que je m'en suis auto-dissuadée parce que il y avait toujours cette crainte de la concurrence. Hein. Justement parce qu'il y a cette méconnaissance qu'on peut continuer à faire du sport pendant la grossesse et que en fait, la masse musculaire, on va moins la perdre. Mais bien sûr, c'est pas faire du hand, hein. C'est s'entretenir, aller courir, faire du vélo et de la musculation. Et du coup, on a l'impression que la grossesse, ça va être long. Et ce temps d'absence va être pris par une autre joueuse, une concurrente au poste. Donc c'est vrai que moi, j'étais pas forcément dans cette logique-là, parce que croyance fausse et parce que concours de circonstances également. On l'a dit en introduction, vous êtes présidente de la LFH, la Ligue féminine de handball, depuis 2013. Mais lorsque vous avez repris votre carrière sportive de haut niveau, vous meniez déjà une autre carrière, celle de psychologue. Expliquez-nous comment vous articuliez votre métier de psychologue avec le handball. Alors, j'ai fait des études, quand j'étais à Metz, j'étais à l'université de Metz et j'ai fait mes études à la place de 5 ans, je les ai fait en 7 ans. La licence et le Master 2, je l'ai doublé. Et après, une fois que j'ai été diplômée, je voulais bosser, quoi. On fait pas des études, 7 ans d'études pour pas bosser. Donc, du coup, j'ai à chaque fois négocié avec le club le fait de pouvoir travailler. Et après, il y avait un avantage aussi pour le club, c'est-à-dire que s'il me trouvait un poste ou s'il m'accompagnait dans ça, mon contrat en tant que joueuse de handball était moindre. Parce que je doublais 2 contrats. Donc, je m'entraînais moins parce que j'étais au travail le matin, je m'entraînais pas forcément. Et puis après, le soir, je faisais l'entraînement. Mais voilà, c'était à chaque fois une négociation qui a été faite. Et puis après, la psychologie, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, et le handball aussi. Donc, je me voyais pas sacrifier une des 2 passions. Et c'est soit on me prend avec mes 2 passions, ou soit je trouve d'autres solutions. Donc, à chaque fois, ça a pu être mis en place. Mais c'est vrai que c'était compliqué, d'aller bosser. Et puis après, d'aller s'entraîner, de partir le week-end. Après, quand les enfants sont arrivés, tout devient très complexe, mais tout devient complexe parce que c'est une organisation qu'il faut mettre en place. On sait qu'aujourd'hui encore, dans le monde du travail, la maternité est un moment qui pénalise les femmes dans leur carrière, financièrement aussi. Comment ça se passe quand on est joueuse de handball pro ou semi-pro ? D'ailleurs, je crois que vous ne dites pas pro, mais plutôt amateur. Quand on est joueuse de handball, le plus simple serait de discuter avec son club pour pouvoir dire au club qu'on a ce désir de maternité et le club d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir accompagner cette femme qui est joueuse et souhaite aussi devenir maman. Mais c'est vrai que c'est pas une chose qui est simple. C'est vrai que c'est pas une chose qui est simple parce que veut un président de club et que veut un entraîneur, c'est d'avoir quelqu'un régulièrement. Mais je reste convaincue que si c'est quelque chose qui est bien fait, bien accompagné, cette joueuse qui a été écoutée et entendue en tant que femme pourra le rendre à son club et je suis sûre qu'elle voudra rester encore plus longtemps parce que finalement c'est pas ça permet d'avoir un projet en tant que joueuse de haut niveau très longtemps et fidéliser avec son club qui a compris ses attentes et sa demande. Mmh. Oui, mais alors, on ne le sait pas forcément, mais quand on est joueuse professionnelle de handball, on ne vit pas forcément uniquement de son salaire. Est-ce que les doubles carrières sont fréquentes ? Il y a des doubles carrières et j'espère que ces doubles carrières vont rester parce que, comme vous l'avez dit, après on ne vit pas de handball. Et après, je pense aussi que pour l'équilibre personnel, il est bon de ne pas avoir que le sport dans sa vie et que le sport comme source unique de revenus tout le temps. Et puis après, je pense que quand une joueuse se blesse, si elle n'a que à penser sport, elle sera pas bien. Tandis que si elle fait des études à côté et qu'elle a un autre exutoire, ça va être bien. Et si elle a un boulot à côté et qu'elle a un autre équilibre, ça va être bien. Et puis après, moi, je suis issue donc du handball, mais j'ai ma famille handball. Mais il y a d'autres familles qui sont aussi sympas ailleurs. Et je pense que ce double projet doit continuer. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les clubs, s'ils veulent être performants, ils veulent des joueuses disponibles, fraîches,
parce que du coup, quand on fait des études, on se fatigue. Quand on va travailler, on peut être fatigué. Et ils sont certains dans ce refus de double carrière ou de choix à faire à un moment donné. Donc, il faut aussi les entendre, mais derrière, ça veut dire qu'il faut accompagner cette joueuse à son projet de reconversion. C'est-à-dire que si on l'a privée à un moment donné de faire des études parce qu'elle s'est focalisée sur le handball, dans ce cas-là, ok. Mais derrière, c'est comment je l'accompagne quand elle a fini en tant que joueuse pro pour faire une validation des acquis, reprendre des études et tout ce projet de reconversion. Maintenant, vos responsabilités de présidente de la Ligue féminine de handball vous occupent à plein temps ou c'est également une carrière que vous occupez en plus de votre métier de psychologue ? Ah, c'est du plus, hein. C'est du plus, hein. J'ai 0 revenu, moi, sur la Ligue de handball. Je suis bénévole, donc du coup, c'est mon boulot de psychologue qui me paye. Donc ça, je le fais parce que je suis une passionnée et parce que j'ai voulu me lancer ce défi-là. Et du coup, c'est une organisation qui est journalière. C'est-à-dire que je vais travailler en tant que psychologue. Bien sûr, quand je suis avec mes patients, je suis à 100% avec mes patients. Mais après, sur les pauses méridiennes et puis après le soir, il y a les dossiers hand à faire. Et après, il y a des journées à poser pour aller continuer à travailler autour du handball féminin. C'est une charge en plus, mais quand on voit aujourd'hui comment a évolué la Ligue, moi je peux être que satisfaite en fait, parce que j'ai vraiment un retour sur investissement de cet effort qui est un peu un effort qui est invisible et des fois qui peut être assez contraignant, parce que des fois mon conjoint il me dit à un moment donné comment faire quoi. Donc mais quand je vois qu'on a signé le premier naming, c'est le hand la Ligue féminine qui l'a fait. Quand je vois que les clubs se structurent encore plus et qu'on n'a pas de club qui a d'énormes difficultés économiques, quand je vois que le handball est un sport qui est regardé, le nombre de licenciés, on est en train d'évoluer. Donc voilà, moi ma satisfaction elle est là en fait. Mais c'est vrai que c'est une organisation de dingue. Alors, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que ça a été compliqué pour vous de reprendre votre carrière sportive après votre grossesse ? Oui, je vais pas vous mentir. Oui, ça a été compliqué parce que déjà j'ai eu une grossesse gémellaire et une grossesse gémellaire c'est une grossesse à risque. Donc là par contre faire du sport c'est pas forcément conseillé. Et après dans l'état où j'étais, j'avais juste envie de chercher une poubelle plutôt que d'aller faire du sport. Donc j'ai vraiment repris lien avec mon corps en tant que sportive après la grossesse. Donc c'est vrai que ça a été compliqué dans ce sens-là. Ça reste quand même un rapport au corps qui reste particulier. On découvre encore plus son corps. De manière beaucoup plus intime, et puis après on est aussi dans une recherche d'aller chercher encore plus loin les efforts. Moi je sais que quand je revenais à Nice et qu'il y avait des joueuses qui avaient 10 ans de moins que moi, et au bout de 6 mois par contre j'étais à côté d'elles et devant elles pour aller courir, donc ça veut dire que le retard je l'avais rattrapé parce que on a cet esprit un peu de compétition. Voilà, ce désir de maternité qui m'a donné ça, et surtout aussi le fait que j'avais envie que mes enfants me voient en tant que joueuse de handball, mais d'un certain niveau. Donc voilà, je jouais aussi à travers les yeux de mes enfants, même s'ils étaient tout petits et qu'ils captaient rien du tout à ce que je faisais. Et après, c'est une organisation qui doit se faire et qui est complexe, parce que j'étais pas que joueuse professionnelle, j'étais aussi psychologue et du coup je bossais, et puis après les enfants étaient à la crèche, fallait les récupérer à la crèche, et puis après il fallait faire manger, après il fallait aller à l'entraînement. Et après, il fallait s'organiser, donc on a réussi à le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une marge d'évolution qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que j'aurais aimé que le club m'accompagne encore plus, c'est-à-dire me trouve une nounou, que moi j'ai pas à me stresser, à me dire je suis à la bourre à l'entraînement encore, parce que ils sont à la crèche, et parce que financièrement des enfants c'est un coût, et que ne pas avoir un super contrat aussi, c'est un choix de ma part, mais derrière je pouvais pas me permettre et la crèche et la nounou. Donc du coup c'était un peu un système D, mais si je voulais partir l'esprit plus tranquille à l'entraînement, ça aurait été bien qu'effectivement on réfléchisse encore plus loin à cet accompagnement de la maternité et qu'on accompagne encore plus ces joueuses, et j'espère que à l'avenir ça sera ça, c'est-à-dire que il y ait des clubs qui réfléchissent, et même la Ligue qui réfléchissent à comment on peut accompagner ces joueuses qui veulent être mamans et qui veulent revenir dans de meilleures conditions. Alors quand vous êtes revenue justement après la naissance de vos jumeaux, quel a été le regard des autres sportives sur vous et sur le fait que vous soyez également mère de famille ? Les filles, elles étaient fans, en fait. Déjà, dans mon club, les filles, elles étaient fans, mais mes enfants, c'était un peu les mascottes de l'équipe. Je pense que je les ai pas assez remerciées, parce que c'est vrai que des fois, j'avais des contraintes. Et dans la journée, un enfant malade, voilà, et même pour aller bosser. Et quand la joueuse, elle me dit, viens, je te les garde. J'ai eu une équipe incroyable. J'ai eu aussi un entraîneur qui a été assez extraordinaire, parce que je me rappelle qu'on était, chaque début de saison, on partait à Isola pour faire un tournoi. Et il a débarqué en bas de chez moi avec la camionnette, et il fallait mettre les 2 lits parapluies, il fallait mettre la poussette. Donc j'ai été humainement
très bien accompagné. Mais je pense qu'après, il y a un côté aussi matériel, à un moment donné, qu'il faut aussi prendre en compte, soit humain, mais à travers de la disponibilité d'autres personnes que des arrangements de mamans de joueuses qui viennent pour accompagner au mieux cette maternité. Donc vous parliez justement de ça, de peut-être mettre en place une aide, à trouver une nourrice pour pouvoir venir à l'entraînement. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que présidente de la Ligue féminine de handball, vous agissez sur la conciliation entre la maternité et le sport de haut niveau ? Aujourd'hui, non, parce que c'est une problématique, et même moi, je considère que c'est une problématique qui est dans un premier temps avec le club. C'est-à-dire que la joueuse est dans son club et elle a parlé avec son président de club sur son projet et avec son entraîneur. Donc la Ligue, elle n'a pas trop son mot à dire à l'intérieur. Par contre, après, on accompagne justement au niveau réglementaire et juridique sur quand une joueuse tombe enceinte, donc elle doit être remplacée, on a un joker médical. On va allonger le délai de ce joker médical parce que entre l'annonce de la maternité, que le club puisse se retourner pour que le club se retrouve pas un peu le couteau sous la gorge à se dire ma joueuse est enceinte, j'ai plus d'autres joueuses et j'ai pas assez de temps pour trouver ce joker médical. Donc aujourd'hui la Ligue elle a mis ça en place, mais je pense que dans un premier temps c'est beaucoup de mentalité à faire changer et pour moi ça va au-delà d'un problème uniquement de Ligue. Je pense que c'est un problème fédéral qu'il faut accompagner sur tout ce qui va être plan de féminisation. Mais donc la maternité n'est pas à exclure d'une carrière de haut niveau. Loin de là. Je pense que la maternité, elle est, en tout cas pour mon expérience personnelle, ça a été un métronome de beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand je suis revenue après, déjà, j'étais déjà dans cette satisfaction de me dire, tiens, je me suis challengée et j'ai réussi. Le regard de mes enfants quand ils venaient voir des matchs, aujourd'hui, ils en gardent des traces, parce que le handball est encore bien imprégné à la maison. Mais j'ai aussi cette notion en fait de légèreté dans la vie et dans le sport surtout que j'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant je pouvais me prendre la tête pour un match, pour le préparer et puis après l'après-match. Quand j'étais joueuse, il y avait le match, il y avait l'après-match et puis après il y avait la priorité numéro 1 qui était mes enfants. Donc du coup ça relativisait la problématique qu'on peut se mettre quand on est dans j'ai raté ce tir et pourquoi je l'ai raté, de remise en question en fait. Et du coup j'arrivais sur le terrain moins stressée par rapport à l'enjeu du match. Ça ne veut pas dire que c'était moins important de jouer, avec toujours l'envie de jouer, mais avec ce recul qui est bon. Et pour l'anecdote, j'ai Laura Gloser que on avait échangé sur la maternité, et elle m'a dit Noji, maintenant je sais ce que c'est qu'être fatiguée. Elle me dit avant je pensais être fatiguée et je faisais des siestes de 2 heures. Elle me dit mais là maintenant je fais une sieste de 15-20 minutes, récupératrice, j'ai ma petite et je vais bien. Donc voilà, ça remet un peu les aiguilles au bon endroit et plutôt que d'avoir la tête dans le guidon et se dire que tout est un problème à des moments de la vie d'une sportive et on relativise énormément. Et vous pensez que les choses ont évolué à ce niveau-là ? Est-ce que les femmes sportives de haut niveau ont moins de mal aujourd'hui peut-être à se lancer dans l'aventure de la maternité ? Honnêtement, non. Je pense que c'est un sujet qui est complexe. Je pense que c'est un sujet qui est très complexe. Aujourd'hui, il y a l'exemple de Laura Gloser, c'est un exemple, mais aujourd'hui, il y a des présidents de clubs ou des clubs qui apprennent pendant la saison que leur joueuse est enceinte. Et c'est pour ça que la Ligue, du coup, là-dedans, elle peut pas trop se positionner. Mais je pense qu'il y a vraiment des freins à faire tomber. Et pour moi, c'est vraiment une histoire d'honnêteté, de franchise que l'on peut avoir et surtout de respect de soi-même. C'est-à-dire que si on considère qu'on a l'ambition de faire une carrière de haut niveau et qu'on est jeune et qu'on a envie d'être maman, qu'on le dise à son club déjà, qu'elle s'autorise à le dire, qu'elle libère un peu cette parole-là. J'espère que les clubs auront cette ouverture d'esprit de penser à ça, mais je pense que si un club peut se retourner à se dire « Ok, comme l'a fait Laura avec son président de club, la première année, si tu peux ne pas être enceinte dans 1 an parce qu'on a de gros projets avec le club, mais après, je vais trouver une autre gardienne et tu pourras être enceinte et on te signe un contrat de 3 ans et on prend ce risque-là parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on tombe enceinte. C'est plus simple pour tout le monde. Laura, elle a pu, heureusement, tomber enceinte très rapidement, mais elle était soulagée de pouvoir avoir été entendue dans son désir de maternité. Et puis après, c'est une médecine et je pense qu'elle va rester longtemps à Metz. Jusqu'à très récemment, Nike pénalisait financièrement les sportives de retour de congé maternité. Mais cette situation vient heureusement de changer. Est-ce que cette décision, c'est aussi le signe que les mentalités changent, que les choses évoluent ? Oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui s'est faite parce que Alison Felix a publié aussi cette baisse énorme de partenariat qu'elle avait.
Et il y a eu une réaction derrière, et d'énormes réactions de personnes indignées qui ne comprenaient pas ce positionnement-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte des inégalités parce qu'un homme n'a pas à subir une maternité. De fait, si elle souhaite être enceinte, c'est quelque chose qui doit être mis en place pour l'autoriser, lui permettre d'être enceinte. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de ne plus accepter certaines choses. Et certaines sportives publient, parlent de ce qu'elles sont en train de vivre. Et je pense que c'est une bonne chose pour un peu faire changer les mentalités et évoluer dans ce domaine-là, même si je pense que la maternité, c'est un champ quand même qui reste très complexe parce que c'est des enjeux au niveau des clubs. C'est malheureusement, il faut aller sur une réalité de terrain et du vécu. Donc Allyson Félix, qui est du coup une sportive qui a dénoncé justement ces pratiques de Nike dans une lettre ouverte et qui a permis justement notamment de faire changer les choses. Mais avant, on n'aurait pas dit ça. Je pense qu'avant, il y a pas mal de sportifs qui se seraient tus. Au conseil d'administration de la Ligue féminine de handball, il y a 51% de femmes. C'est un signe aussi très positif. Ouais, c'est chouette parce que on a dépassé en fait les 40% qui étaient demandés, donc on a une volonté au niveau politique et surtout portée par le président de la fédération, Joël Delplanque, de mettre des femmes compétentes sur les postes. Donc et c'est vrai qu'on a eu la chance et on a même eu la surprise en fait qu'on s'est retrouvé au CA, conseil d'administration, et quand ça a été comptabilisé, on s'est dit en fait on est à 51%. On voulait atteindre cette parité, mais ça a été au-delà, et franchement, c'est bien. Et chacune de ces femmes est compétente à son poste. C'est une majorité, 51%, mais c'est une courte majorité. Et surtout, ce qui est marquant, c'est que ce n'est pas en fait le cas dans toutes les disciplines sportives. Qu'est-ce qui fait que, spécifiquement, dans le handball, il y ait plus d'égalité que la moyenne ? C'est la culture hand. C'est la culture hand. Je pense que parce qu'on a une équipe de France féminine qui a eu des résultats aussi, et donc qui a été considérée par sa fédération, qu'on a, je pense, hommes et femmes, une solidarité aussi qui a permis de faire évoluer certaines choses. Et je pense aussi que c'est les personnes qui gouvernent qui ont cette clairvoyance et cette ouverture d'esprit par rapport à la féminisation. Et que c'est parce que ça a été porté aussi par un président de la fédération qui a voulu et a entendu et vraiment souhaité à chaque fois qu'il y a un dossier au niveau de la fédération, et les femmes alors. Et pour les filles, c'est comment ? Donc il s'interroge par rapport à ces problématiques, et est-ce que pour les filles c'est pareil ? Donc rien que ça vient mettre la femme dans une égalité avec l'homme. Et il y a certaines fédérations qui ne se posent même pas la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des équipes de France qui ont des primes de médailles égales. Si on est championne du monde, la prime de championne du monde est la même pour les hommes que pour les femmes. Allez voir dans d'autres fédérations ce qui se passe, il y a des différences qui sont énormes. Après, on a des différences hommes et femmes. Les salaires des joueurs sont nettement supérieurs aux salaires des joueuses. La recherche de partenariat chez les hommes est plus facile que chez les femmes. Voilà, on a quand même des freins, des contraintes qui sont importantes. Mais à côté de ça, on a au niveau fédéral une volonté politique à intégrer la femme, parce que le terrain, il fait la même distance pour les hommes et les femmes. On a le ballon qui est un peu plus petit parce qu'on a des mains plus petites, mais derrière, le nombre d'entraînements, c'est pareil, les souffrances sont les mêmes, les blessures sont les mêmes, les contraintes sont les mêmes, donc pourquoi pas avoir la même considération ? Pourquoi pas ? Nodialem Miaro, quel conseil de sportif donneriez-vous à une non-sportive ? D'essayer déjà. Essayer de faire du sport, de trouver un sport qui lui soit adapté pour se sentir bien dans son corps, parce qu'après, derrière, le sport a une résonance et un rayonnement tellement plus fort que ce qu'on peut imaginer qu'il puisse avoir, que voilà, je pense qu'une femme qui fait du sport, c'est une femme aussi déjà qui écoute son corps, donc qui s'écoute elle, qui peut après pousser encore plus de limites, parce qu'à chaque fois qu'on va faire du sport, on a fait quelque chose et après on a envie, il y a un petit goût de reviens-y, quoi, donc on a envie d'aller un peu plus loin. Donc après, pour ma part, moi ça a été une transformation, je pense, que de la fille que j'aurais dû être. C'est-à-dire que j'aurais pas été, je pense, la même personne si j'avais pas découvert le handball. Quand je me revois petite et quand je me vois aujourd'hui, je suis convaincue des bienfaits du sport dans le développement personnel, dans le rapport au corps, dans tellement de choses, et dans ce lien à l'autre, dans cette proximité qu'on peut avoir, dans ces galères qu'on peut vivre ensemble quand on est joueuse et qu'on n'en peut plus, et dans les échecs, dans les victoires. Il faut y aller, sport co, sport individuel, sport de glisse, peu importe, faites du sport. Et pour la santé, parce que là, en bossant en clinique, on sait que pour le cancer, faire du sport aussi, c'est un des médicaments
qui permet aussi de lutter contre le cancer. Et donc, il y a plein de raisons. Enfin, d'autres questions rituelles. Nodjelem Yaro, pensez-vous que le public est désormais prêt à se passionner pour le sport féminin ? Quel public ? Femmes et hommes. Ouais, voilà. En tout cas, moi, j'ai 2 regards. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont découvert le sport féminin et il y a aussi des femmes qui ont découvert le sport féminin, donc je pense et des enfants. Donc je pense que parce que y a une médiatisation du sport féminin qui a été mise en place, on a un public qui est en train de se dire ouais, quand même. Moi, la première, hein. Et pourtant, j'ai vu tous les matchs de la Coupe du Monde. J'ai adoré regarder ces matchs et j'ai adoré regarder parce que c'était bien filmé, parce que c'était de bonne qualité. Et le public, venait parce que au-delà du sport, il y a une ambiance. Il y a une ambiance aussi. Et là, je parle plus pour le hand, mais c'est un moment familial, c'est un moment que l'on peut vivre très sympa avant le match, pendant le match, après le match. Donc, la LFH travaille vraiment sur l'augmentation du nombre de téléspectateurs dans les salles. On a une progression qui est exponentielle, mais on a encore une marge de manœuvre qui est assez sympa. Tout ça donne de bonnes perspectives en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Nodjelem Yaro d'être venu partager votre histoire avec nous. Merci à vous. C'était Avantage pour elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.